Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler du secret professionnel en France. Alors évidemment, il y aura quelques échos avec d'autres pays francophones. Et surtout, oui, j'entends certains me dire « Ah bah enfin !» Oui, le secret professionnel pour les pros du domaine, c'est une pierre angulaire, un élément essentiel à notre profession. Qu'est-ce que c'est le secret professionnel ? Comment l'utiliser en tant que personne accompagnée ? Puis quelles sont ses limites et ses dérives ? Différentes réponses que vous pourrez obtenir d'ici quelques instants. Bonne écoute ! Aujourd'hui, vous allez entendre Laurent Puech, assistant de service social. Il a été président de l'ANAS durant quelques années en France. Vous le connaissez peut-être grâce à son site secretpro.fr, créé en 2014, qui est entièrement dédié au secret professionnel en travail social et médico-social. Laurent s'intéresse aussi aux questions de protection en travail social, avec un regard critique et inquiet sur les évolutions en cours qui tendent à remplacer l'accompagnement et l'aide aux personnes par des suivis et de la protection. Il a d'ailleurs créé un site internet sur ce thème et je vous mets le lien dans la barre d'information. En parallèle, il propose de développer un travail social sceptique, s'inspirant des outils du scepticisme méthodologique. Il a d'ailleurs écrit récemment 2 livres, Le manuel du travailleur social sceptique, Déjouer les pièges de la pensée, et coécrit avec Christophe Dadouche, juriste, et le livre Le partage d'informations sociales entre droit et éthique. Bonjour à toi Laurent. Bonjour Stéphanie et bonjour à tous ceux qui écoutent. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un petit passage obligé au niveau juridique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce que c'est le secret professionnel en France ? Alors le secret professionnel en France, c'est l'obligation faite au professionnel qui est soumis de se taire sur tout ce qu'il aura vu, entendu, compris ou deviné à l'occasion de l'exercice professionnel. Cette obligation, elle prend un risque de sanction pénale, puisque l'infraction de violation de secret professionnel est un délit et elle est passible de la peine de 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Mais le secret professionnel, ce n'est pas que du légal. Merci pour cette brève mise en contexte. Ça m'amène donc à la prochaine question. En tant que personne qui est amenée à rencontrer une assistante de service social ou bien une professionnelle qui est soumise au secret professionnel, eh bien concrètement, à quoi ça me sert ce secret-là ? Le secret professionnel, ça a une fonction particulière. C'est certes une interdiction dans un premier regard qui est celui que la loi propose, mais c'est surtout la création d'un espace relationnel sécurisé dans lequel justement en tant que citoyen ou citoyenne, je peux me confier à quelqu'un, je peux lui raconter ma vie, même des aspects privés de ma vie, même des fois des aspects intimes de ma vie, mais de telle façon que je ne sois pas en danger du simple fait de les raconter. C'est-à-dire que l'autre en face a cette obligation qui pèse, l'autre c'est le professionnel ou la professionnelle, a une obligation qui pèse, qui fait qu'il ne peut pas, c'est le pacte tacite qui est scellé au début de l'entretien, il ne peut pas ou elle ne peut pas raconter ça à l'extérieur impunément. Donc ça veut dire que je peux avoir un espace où je peux être en relation vraie avec le ou la professionnelle pour que elle ou il puisse me dire des choses que ça lui évoque, des réflexions que ça évoque, qu'on puisse partager quelque chose, qu'on puisse avoir une réflexion croisée sur ce que je suis en train de vivre et sur la difficulté que peut-être je rencontre et des moyens possibles peut-être pour la dépasser. C'est justement ce cadre-là qui me permet peut-être d'avoir un peu plus facilement confiance vis-à-vis de la professionnelle ou du professionnel que j'ai en face. Je sais qu'il y a une sécurité autour de notre espace de rencontre. C'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport au lien de confiance qui est primordial et peut être avantagé ou même facilité grâce à ce secret professionnel. Et maintenant, en tant que pro ou même étudiante en apprentissage de sa profession, comment on peut vulgariser aux personnes qu'on accompagne ce que c'est le secret professionnel ? En fait, comment tu l'expliques aux personnes ?
Alors, pour vulgariser cette question-là, en effet, c'est pas simple parce que au départ, on ne sait pas forcément ce que la personne va dire. Et le propre de l'entrée en relation, c'est qu'on ne connaît pas encore finalement ce qui est au cœur du questionnement de la personne et des informations qu'elle pourrait amener. Alors, je vais vous expliquer deux choses par rapport au secret professionnel. D'abord, c'est que je suis dans l'obligation de ne pas révéler ce que vous allez m'amener comme information sur votre vie. C'est la première chose. Et que ce qui sortira d'ici ne sortira qu'avec votre accord. Ça, c'est mon engagement absolu. Deuxième chose, c'est que il existe un cas extrêmement rare dans lequel je pourrais être amené à me passer de votre accord pour sortir cette information-là, c'est si je pense que vous êtes en danger de mort, vous ou une personne dont vous me parlez. Voilà le cadre de la relation que je vous propose. C'est voilà les deux balises finalement dans lesquelles je vous propose de comprendre le secret professionnel. Justement, est-ce que tu aurais un exemple d'une personne qui a besoin de se confier mais ne souhaite pas en parler avec ses proches ou ses parents et qui pense à venir voir une assistante de service social? Alors, je peux te proposer un exemple issu de ma pratique. C'est une mère qui un jour m'appelle au téléphone et me dit, voilà, j'ai été orienté vers vous, je sais que vous êtes assistant social, j'ai été orienté vers vous par l'espace de médiation où je vais avec ma fille, parce que il faut que je vous raconte, ma fille m'a révélé qu'elle a été victime d'attouchement sexuel par son oncle il y a 6 ans de ça. Et par contre, elle ne veut pas que j'en parle. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. Parce qu'elle m'a dit que si j'en parlais, elle ne me parlerait plus. Donc je suis perdu et j'ai besoin d'en parler. Et premier élément, c'est justement ce que ça permet à cette femme en venant me parler à moi qui suis soumis au secret professionnel, c'est de lui dire qu'on va essayer de respecter la garantie qu'a demandé sa fille pour pouvoir parler, c'est le fait que ça ne sorte pas d'un espace réduit et maîtrisé. Donc ça permet à cette mère qui est dans un moment extrêmement difficile et devant une injonction paradoxale, hein, je te dis quelque chose que tu ne pourras pas supporter d'entendre et de rester seul avec ça, et en même temps je t'interdis d'en parler. Et ça lui permet à cette jeune fille d'avoir parlé à sa mère, et à cette mère de pouvoir parler à un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un d'extérieur à la situation familiale, quelqu'un qui n'est pas pris dans peut-être tous les maillages dans lesquels on est pris dans une telle situation, pour pouvoir essayer de trouver des pistes pour sortir de l'espace un peu infernal dans lequel elle est, et peut-être où sa fille se trouve aussi. Donc c'est ce que ça permet de parler en sécurité à un professionnel qui, à ce moment-là, n'a pas pour objet de sortir l'information, a pour objet de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur cette situation-là, comment je peux vous aider, comment on peut trouver une piste pour vous permettre à vous de sortir de cette impasse-là dans laquelle vous semblez être, et peut-être aider votre fille, du coup, vous pouvez peut-être aider votre fille. Donc c'est ça le secret professionnel, c'est de permettre cet espace où peut se dire quelque chose d'innommable ailleurs, et qui en même temps doit être dit quelque part, parce que sinon les gens continuent à s'abîmer. Il y a deux secrets. Il y a un secret qui est nocif, c'est celui qui continue dans lequel, qui nous abîme et dans lequel on continue à s'abîmer. Et il y a un secret qui est un secret d'action, qui permet justement de travailler dans un espace où on va pouvoir faire quelque chose de positif, de créatif de ce qui nous arrive, plutôt que subir les préjudices de ce qui nous arrive. Alors ta situation m'amène à une question complémentaire. Quelles sont les possibles autorisations de lever le secret professionnel? Il y a une marge de manœuvre professionnelle qui est importante et on peut avoir, avec le même cadre légal, des positionnements professionnels différents. C'est un élément à retenir, c'est-à-dire qu'il n'y a justement pas une voie toute tracée qui fait que si vous me parlez de votre fille qui a vécu des attouchements sexuels par son oncle il y a 6 ans, forcément je suis obligé de le dire. Non, je peux en effet le révéler, mais je ne suis pas obligé. Et c'est là où j'ai toute la marge de manœuvre qui me renvoie à mon éthique professionnelle, à ce que je peux travailler avec la personne, quel est l'intérêt à garder cette information actuellement secrète, au contraire à la révéler. C'est vraiment du positionnement professionnel, une évaluation que chaque professionnel doit faire des situations plutôt qu'une réponse systématique. Et dans ces cas-là, si je pense qu'il faut faire une information préoccupante, c'est-à-dire une alerte sur un enfant en danger, je peux le faire
je n'y suis pas obligé. Si je pense qu'il faut alerter le procureur de la République parce que je pense que c'est une infraction pénale qui a été commise contre cet enfant et que c'est sur ce volet-là que je dois agir le dispositif de protection de l'enfance, alors je peux le faire, mais je n'y suis pas obligé. Ce à quoi je suis obligé, c'est essayer de travailler à la protection de cet enfant. Et parmi les outils de protection, il y a les dispositifs, mais il n'y a pas que les dispositifs. En quoi c'est important en tant que professionnel soumis au secret pro qu'on l'explique aux personnes qu'on accompagne? Je pense que c'est un point qui est trop souvent oublié dans l'accompagnement des personnes, c'est de dire comment on va fonctionner ensemble. Les gens arrivent avec une question et d'emblée, on rentre dans la question, on rentre dans la réponse, même la solution qu'on cherche, etc. Mais quel est le type de relation qu'on va avoir? Eh bien, la question du secret professionnel, elle vient de dire ça. Elle vient de préciser comment on va travailler ensemble. Dans quel cadre, moi, je m'engage à travailler avec vous. Sous quelle forme je vais pratiquer avec vous. Et c'est en ça que c'est tout à fait intéressant de le mettre d'emblée, parce que d'emblée, on s'expose, on se met en visibilité de la façon dont on va travailler ensemble à travers cette question du secret professionnel. Et c'est pas anodin parce que ça vient dire la façon dont je vais vous respecter dans l'accompagnement que je vais avoir. Et la question de la maîtrise de ce qui sera fait de ces bouts de vie que vous me confiez, c'est la façon dont je vais vous respecter. Quand je vais traiter les informations qui vous concernent, c'est vous que je vais traiter d'une certaine façon. Donc, voilà comment je vais vous respecter en traitant les informations qui vous concernent. C'est un élément fondateur parce que justement, ça dit à l'autre quelle est la règle du jeu. Comment il peut m'utiliser. Il connaît la règle, il a le droit de ne pas me raconter des choses, puisque maintenant il connaît la règle, il a le droit de me raconter ce qu'il veut, parce qu'il sait quelle est la règle du jeu. Maintenant, je me lance dans la prochaine question. Je l'adresse vraiment à toi en tant que professionnel, mais aussi avec ton expertise au sujet du secret professionnel. Est-ce que tu vois des dérives à ce sujet? Je suis maintenant depuis un peu plus de 20 ans dans le champ de l'action sociale et avec 15 ans de travail social directement avec les familles et aujourd'hui assez proche de ces accompagnements-là. Et je vois très nettement le fait qu'on est passé d'une logique de secret professionnel dans le sens où c'est un secret qui entourait une relation singulière entre un ou plusieurs professionnels et une personne, à une logique de partage d'informations qui s'est un peu mécanisée, un peu systématisée, qui est devenue finalement une façon d'ouvrir des parapluies pour protéger les institutions qui ont très peur du drame à venir et qui ne veulent plus prendre de risques. Quand on a peur, on prend moins de risques. Quand on prend moins de risques, on ne peut pas travailler avec des gens qui sont en situation de risque. Et ce paradoxe-là, je le vois se développer de plus en plus avec justement le fait qu'on était dans des logiques d'aide, on est passé dans des logiques de protection et que le secret professionnel est absolument compatible avec l'aide, il est absolument incompatible avec la protection passe par la diffusion d'informations à tout va et à de multiples instances. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus concrètement ce que tu veux dire? Alors, ce que je veux dire très concrètement, c'est que quand vous avez confié quelque chose à un professionnel ou une professionnelle et que cette professionnelle ou ce professionnel se met à la diffuser d'abord à des collègues, à une instance, à des partenaires institutionnels, au final à 15 ou 20 personnes, vous êtes finalement moins maître de ce qui se produit pour votre vie. Et on a des professionnels, des institutions qui se mettent à devenir les gestionnaires de votre propre vie. Et là, on s'est éloigné finalement des fondements du secret professionnel et on a dérivé vers autre chose que ce que le secret professionnel théoriquement fait, la garantie que les gens maîtrisent leur vie, sauf dans les cas exceptionnels où ils ne peuvent absolument plus la maîtriser. Et c'est ce que j'ai vu comme dérive s'installer, c'est que les aidants sont devenus des gestionnaires des vies des personnes de plus en plus. Je simplifie évidemment le propos, mais c'est cette tendance que je vois à l'œuvre. Et justement, on s'éloigne d'un secret professionnel qui préserve les intérêts de la personne pour passer à du partage d'informations dont on pense qu'il préserve les intérêts des institutions. Tu parles donc ici du secret partagé. On entend beaucoup ce terme en France et je suppose aussi dans bien d'autres pays, mais est-ce que c'est légal? Et sinon, quel est ton avis là-dessus? Alors, l'expression secret partagé, c'est une abomination. Les deux termes s'opposent et se rejettent mutuellement. Hein. Si c'est un secret, c'est pas partagé. Si c'est partagé, ce n'est pas un secret. Donc, on voit bien qu'il y a une expression qui s'est illustrée,
qui s'est inséré plutôt et qui illustre l'évolution du travail social. C'est-à-dire que l'idée du secret est une idée qui est devenue quasiment hors norme. La norme, c'est justement l'idée du partage. Et comme on veut garder quand même l'idée du secret, on a raccordé les deux termes qui s'opposent, secret et partagé. Non, ce qui est possible, c'est de partager des informations à caractère secret, mais certainement pas le secret dans son entièreté. Le secret, c'est pas open bar, c'est pas une somme d'informations dans laquelle on peut aller puiser et faire circuler n'importe comment et n'importe où. C'est un élément majeur, cette question-là, parce que justement, l'idée de secret partagé a induit une idée absolument fausse, c'est l'idée qu'on pouvait tout se dire entre professionnels soumis au secret. Or, ce n'est jamais ce qui, dans le cadre légal, est prévu. Jamais. C'est une idée légalement fausse et qui nourrit des pratiques, en tout cas en France, absolument illégales au quotidien. Et les professionnels sont des fois étonnés de découvrir à quel point ils sont en dehors du cadre légal, eux qui n'hésitent pas à rappeler le cadre légal aux usagers. Si je résume, on comprend bien qu'il y a vraiment une distinction à faire entre secret partagé et partager des informations à caractère secret, dans le respect de la personne, avec l'optique d'améliorer sa situation, travailler sur ses objectifs, ou même tout ce qui va lui permettre d'aller et d'accéder à son autonomie et développer son autodétermination. Absolument. Maintenant, est-ce que tu aurais un exemple dans ton parcours professionnel où tu as eu à partager des informations à caractère secret ? Oui, bien sûr, j'ai eu à différentes reprises et de façon régulière, notamment autour des questions de protection de l'enfance, de l'information à partager avec des professionnels, ne serait-ce que quand on intervient en binôme, enfin quand j'intervenais, puisque là c'est plus mon quotidien, mais quand j'intervenais en binôme avec une éducatrice par exemple, évidemment, ce que on avait vu, compris ou deviné lors d'une visite à domicile, par exemple, n'était pas forcément exactement la même chose, puisqu'on avait deux regards posés à deux endroits, avec deux cultures professionnelles et donc des filtres en termes de références disciplinaires qui étaient sans doute différents. Et ça faisait que forcément, quand on disait ce qu'on avait compris à la fin de la visite de la situation, on partageait déjà de l'information à caractère secret. C'est bien celle que moi j'avais compris, entendu ou vu ou deviné, et elle me partageait celle qu'elle avait. Donc c'est un cadre qui était parfaitement autorisé, mais là c'est un cadre contraint. C'est-à-dire que ce qui est la règle du jeu, et ça aussi c'est important de le préciser, c'est que quand on allait voir suite pour faire une évaluation de la situation dans ce cadre de ce qui est une enquête administrative en France pour évaluer les conditions de vie d'un enfant, on n'est plus dans de l'aide autre que contrainte. En effet, parce que la personne a choisi, en général, elle n'a pas tout à fait choisi que vous soyez chez elle à deux en train de poser des questions sur sa vie, son quotidien, ses enfants. Donc, à partir de là, il y a un élément qui est important, c'est-à-dire que si je suis dans de l'aide contrainte, les informations ne sont plus au service de la personne. Elles sont au service de l'institution qui se pose des questions sur le fonctionnement à la maison. Et c'est ça qui change aussi la nature du rapport avec la personne qui est sous contrainte ou au contraire dans un cadre de libre adhésion. C'est qu'avec quelqu'un dans le cadre de la libre adhésion, c'est-à-dire qui est venu volontairement vers le service social, je peux aller très loin et garder très fortement le secret. Quand je suis dans une logique d'aide contrainte, alors la nature de la relation est radicalement différente et ce que la personne va dire va pas être au service directement de la personne, mais directement de l'investigation en cours. Et indirectement, ça peut avoir un effet bénéfique pour la personne. Hein. Mais dans l'espace d'investigation non volontaire, les partages d'informations sont nettement plus importants. C'est la règle du jeu de ces espaces d'intervention professionnelle. Dans des espaces de libre adhésion, les règles du jeu sont différentes. Les partages d'informations sont extrêmement rares. Donc on a vraiment deux cadres différents de pratiques professionnelles. Et dans l'espace contraint, on peut partager de l'information. C'est la règle du jeu. Elle doit être annoncée telle qu'elle. Dans l'espace de libre adhésion, la règle du jeu, c'est tout sous votre maîtrise. Ça vous appartient ce qu'on va travailler. Et c'est la règle du jeu. Et elle doit être annoncée telle qu'elle. Pour bien rappeler le contexte aux auditrices, tu évoques là une situation en lien avec la loi sur la protection de l'enfance. C'est-à-dire une loi qui t'autorise à évaluer une situation où on pense en fait qu'un enfant est en danger ou risque de l'être. Mais cette mission-là, d'évaluer la situation, elle est toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant, pour favoriser sa protection. Et donc, lorsqu'en tant que parent,
on est surpris ou on n'est pas tout à fait d'accord avec cette évaluation, on peut dire que le travail est sous contrainte, parce que la loi l'y autorise ou l'impose. Alors justement, tantôt tu nous as vulgarisé comment tu expliques le secret professionnel à une personne qui sollicite un accompagnement. Mais lorsque tu rencontres des personnes dans un contexte non volontaire, où tu parlais de sous-contrainte, d'aide contrainte, comment tu poses le cadre du secret professionnel ? Alors, ce que je vais lui expliquer, c'est que dans ce cadre-là, très différent, il y a une règle de secret professionnel qui existe toujours vis-à-vis d'un entourage large, c'est-à-dire la famille, les voisins. De ce côté-là, il y a une garantie par les professionnels, que ce n'est pas par les professionnels que les voisins sauront ce qui se passe à l'intérieur de la maison et de la famille. Néanmoins, dans ce cadre-là, il y a une règle, c'est que à l'intérieur de l'équipe d'intervention, qui va mener l'évaluation, les investigations, voire l'accompagnement éducatif qui sera issu d'une mesure ordonnée par un juge des enfants, par exemple, il y a une logique de travail en collectif. Et que quand bien même il y a des personnes plus ou moins référentes et qui vont être essentiellement présentes dans le contact direct, il y a toujours une logique de collectif derrière. Donc, quand vous parlez à cette personne qui est en face de vous, sachez que à tout moment, cette question peut venir en débat dans un collectif de travail avec la psychologue du service, avec la technicienne d'intervention sociale et familiale du service, avec une famille d'accueil dans le cas de quand un enfant est séparé de son milieu familial. Ça peut être élargi. Donc, on va avoir dans ce cadre-là des circulations d'informations qui vont être quasiment la condition de l'accompagnement. Et il faut que vous ayez bien conscience qu'en effet, qu'en parlant à l'éducateur, oui, certes, vous parlez à l'éducateur qui est en face de vous, mais à tout moment, cet éducateur peut mutualiser cette information avec d'autres s'il pense que c'est important dans l'intérêt de l'enfant, de l'accompagnement, du soutien, etc., etc. Merci beaucoup. On comprend vraiment ici que c'est important d'expliquer le cadre légal du secret pro, que ce soit dans un contexte de libre adhésion, volontaire, que dans le cadre d'une aide contrainte, en fait, non volontaire. Oui, et je pense qu'en plus, il y a un point qui est connexe, c'est ne pas demander aux gens de vous raconter la vérité quand vous-même, vous ne pouvez pas leur garantir de leur sécurité. Et je pense que ça, c'est cette question, parce que je pense que justement qu'on ne précise pas, là on est dans un débat plus général, mais quand on ne précise pas à l'autre, dans une mesure d'aide contrainte, justement, ce cadre-là, et qu'on lui demande de dire la vérité sur sa situation, on le piège, il ne peut pas dire la vérité. Il la dira que s'il le veut, mais on ne peut pas lui demander de la dire. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on ne lui offre pas un cadre qui lui permet de la dire sans être en danger. Dans le cadre de libre adhésion, on permet finalement d'offrir un cadre de sécurité sans être en danger. Et c'est ça la différence. Dans le cadre contraint, c'est tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous. Et donc là embarque dans la situation tout le savoir-faire et le savoir-être des professionnels et des travailleurs sociaux de manière plus large qui sont soumis au secret professionnel pour arriver à accompagner une personne, par exemple un parent, à partager des informations mais toujours dans l'intérêt de l'enfant, dans une idée de le protéger. Laurent, c'est le moment du mot de la fin. Que peux-tu nous dire sur le secret professionnel ? Alors, pour démystifier le secret professionnel, comme mot de fin, je dirais que c'est un espace où on a de la créativité, on peut faire plein de choses avec les personnes et à leur service. Et c'est finalement dans ce lieu, cette alcôve que propose le secret professionnel, que peuvent se travailler des choses qui sont bénéfiques pour les personnes d'abord et pour la société ensuite, parce que c'est l'effet rebond. Et qu'il n'y a pas 36 lieux finalement où on peut avoir ce moyen-là de travailler une société et les relations entre les citoyens d'une société. À travers la fin de ton message de conclusion, on peut entendre un bel écho sur les enjeux de changement social et de la participation citoyenne. Alors merci beaucoup Laurent pour avoir abordé ce thème complexe du secret professionnel. Et n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.